sauf des documents officiels. Ou seja, excetuando-se documentos oficiais, Pour beaucoup de choses, ce que nous avons dans les archives, c'est du deuxième main. então, no que tange a muitas e muitas coisas, aquilo que temos, que encontramos nos arquivos, são receitos de segunda mão. C'est ça. C'est ce que disait d'ailleurs l'un des grands historiens positivistes français, Seigneur Bos. É o que diziam grandes positivistas franceses, Seigneur Bos, por exemplo. Ce que nous observons dans les archives, O que nós observamos nos arquivos, c'est comme si un chimiste travaillait sur le compte-rendu de son garçon de laboratoire. é como se um químico trabalhasse nos relatórios de seu auxiliar de laboratório. Donc je ne vais pas revenir sur des choses qui sont effectivement très connues des historiens sur ce qu'on peut faire, effectivement, l'histoire et la sociologie des archives. Eu não vou retornar aqui a pontos que são bastante conhecidos pelos historiadores, pelo que se pode fazer em termos de história e sociologia dos arquivos. Disons qu'il faut à la fois donc dépasser cette espèce de fétichisme des archives. Mas, em primeiro lugar, é preciso ir além dessa espécie de fetichismo dos arquivos. Puis peut-être rapprocher les méthodes de travail des uns et des autres, entre historiens et sociologues. E talvez também aproximar as diferentes práticas de trabalho de uns e outros, ou seja, entre sociólogos e historiadores. Puisqu'effectivement, depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années, les historiens, notamment les historiens du temps présent, comme on les appelle, Porque agora já há uns 20 ou 30 anos, os historiadores e os historiadores do tempo presente, como chamamos atualmente, et donc ces historiens du temps présent font également, donc ont la possibilité de faire de ce qu'on appelle en sociologie des entretiens, des interviews. eles têm a possibilidade de fazer o que se chama em sociologia entrevistas. Et donc c'est la question notamment de... C'est là aussi très intéressant de voir, hein, mais lorsque les historiens français parlent justement d'entretien, ils parlent beaucoup plus de témoignages que d'entretien. Na realidade, na França, quando se usa a palavra entrevista, se está, na realidade, significando muito mais testemunho do que entrevista propriamente dita. D'histoire orale, Ou história oral, donc justamente. là aussi, il y a tout un travail justement de rapprochement qui est en train de se faire, puisque en quelque sorte, nous avons exactement les mêmes problèmes, nous sociologues, lorsque nous faisons des entretiens, que les historiens qui recueillent des témoignages. Ou seja, nesse ponto está acontecendo obrigatoriamente uma espécie de aproximação entre as duas disciplinas, porque nós encontramos exatamente os mesmos problemas na condição de sociólogos que os historiadores na sua prática, quando estão também trabalhando em cima de entrevistas e testemunhos. Je laisse de côté ce point qui mériterait beaucoup plus de développement. Je voudrais passer ensuite au point suivant. Vamos deixar então este ponto que mereceria um tratamento bastante mais longo, mas vamos passar ao parágrafo seguinte. Alors, je crois que le point suivant est peut-être l'un des points de friction ou d'interrogation entre sociologues et historiens. Justamente esse último ponto é talvez um dos grandes pontos de fricção, de atrito entre sociólogos e historiadores. C'est effectivement la place des concepts dans la construction de l'objet. Ou seja, o lugar dado aos conceitos na construção do objeto. Et donc de quelle manière a-t-on le droit, du point de vue épistémologique, du point de vue historique, d'utiliser des concepts contemporains pour travailler sur un matériau historique? Até que ponto tem-se o direito de trabalhar com conceitos epistemológicos modernos para trabalhar sobre dados históricos? Alors je crois que de ce point de vue-là, il y a une vérification qui est intéressante à faire. Eu acho que neste campo há uma verificação que seria interessante fazer. C'est notamment la question de l'index thématique. Que seria a questão do índice temático. Je ne sais pas ce qui se pratique ici, mais en France, nous avons parfois beaucoup de difficultés à obtenir que les livres soient avec des index à la fin. Não sei como acontece aqui no Brasil, mas na França é muito difícil conseguir os livros que tenham um índice temático no final. Bien. Et donc, moi, ce que je demande à mes étudiants, quand ils sont en thèse, c'est de faire un index à la fin de leur thèse.
E o que eu peço aos meus estudantes, quando estou orientando uma tese, é que eles façam índice no final de sua tese. Alors, généralement, ils ne sont pas du tout contents parce que c'est la fin de la thèse, ils sont très pressés, ils n'ont pas le temps et donc je me fais engueuler. Geralmente eles ficam furiosos porque já estão no final da tese, já estão com pouco tempo, ficam furiosos, geralmente me dizem horrores. Alors, j'insiste. Mas eu insisto. Et assez souvent, bon, j'arrive à leur faire avant la soutenance, justement, un index. E muitas vezes eu consigo fazer com que eles façam esse índice antes da sustentação oral. Donc vous voyez assez bien, si vous voulez, à partir d'un index, je laisse de côté l'index des noms, mais l'index thématique, quel est justement le champ sémantique d'un travail? Vocês veem que aqui eu abandono a questão do índice dos nomes. Eu estou apenas pedindo um índice temático para ver exatamente em que campo semântico eles estão trabalhando. Vous verrez qu'un index fait par des historiens, soit ont des concepts propres aux historiens. E vocês vão ver que um índice realizado por historiadores ou se baseia em conceitos próprios aos historiadores. Par exemple, notamment, ça a été le concept de sociabilité qui a été effectivement très largement utilisé après l'histoire sociale. O conceito de sociabilidade, por exemplo, que foi amplamente utilizado depois da história social. L'histoire des mentalités. A história das mentalidades. Ou bien un vieux concept de Lucien Febvre qui s'appelle l'outillage mental. Ou um antigo conceito de Lucien Febvre que era a instrumentação mental. C'est-à-dire ce que nous avons dans la tête, est-ce que c'est l'habitus de Bourdieu? Je ne crois pas exactement. Ou seja, é aquilo que nós temos na cabeça. Será que se trata do hábitos de Bourdieu? Acredito eu que não. Mais généralement, si vous voulez, même les historiens qui utilisent justement cette armature conceptuelle ne le mettent pas en index. Mas vocês vão ver que os mesmos historiadores que usam essa estrutura conceitual não a colocam em seus índices. Bon, alors au contraire, si vous voulez, donc bien souvent vous retrouvez dans les travaux qui portent sur les objets historiques, chez les sociologues, donc un index thématique avec donc des concepts sociologiques. E vocês vão ver que nos trabalhos feitos pelos sociólogos, muitas vezes nós vamos encontrar esse índice temático, mas elaborado a partir de conceitos próprios aos sociólogos. Et donc le problème là, il est énorme, et donc je vais juste le pointer. E que trata-se de um problema imenso, e eu estou apenas assinalando aqui. Voilà, c'est-à-dire que dans quelle mesure on peut utiliser, par exemple, à la fois le terme, le concept et l'ensemble donc des instruments intellectuels d'un mot comme compétence politique pour le 19e siècle. Em que medida podemos usar, por exemplo, a palavra, o conceito e l'appareil intellectuel. O aparelho intelectual que usamos hoje em relação à competência política no século XIX. Est-ce qu'on fait quelque chose d'épouvantable pour un historien? Est-ce qu'on fait un anachronisme total? Será que estamos cometendo um ato absolutamente inaceitável para um historiador, um anacronisme social? Ou bien est-ce que, justement, le fait d'avoir cette espèce donc, de matériel intellectuel, de cette tradition intellectuelle gravée dans le mot compétence politique, permet de voir des choses sur le 19e siècle que l'on n'aurait pas vues si on n'avait pas utilisé? Ou será que esse material intelectual que nós temos ligados à palavra, ao vocábulo, competência política, nos permite analisar seriamente esse aspecto do século XIX? Et donc on pourrait multiplier les exemples, hein. Ce n'est pas seulement compétences politiques. Poderíamos multiplicar os exemplos, não é somente competência política. Ça peut être tout le vocabulaire que nous utilisons, par exemple ressources. Pode ser todo o vocabulário que nós utilizamos, por exemplo, recursos políticos, capitaux politiques, capitais políticos, etc. Bon, et donc vous avez effectivement donc, tout un appareillage conceptuel. Vocês vão ter então todo um aparelhamento intelectual dont vous pouvez vous servir à la fois bon, sur la question du vote, sur la question de la mobilisation sociale, de la révolution. No que tange ao voto, a mobilização social, a revolução.
Par exemple, faire l'étude de la révolution de 1835 ici, par exemple, avec les concepts qui sont tirés, pourquoi pas, de l'école de la mobilisation des ressources ou des choses comme ça. Qu'est-ce que ça nous permet de voir? Da Guerra dos Farrapos aqui, por exemplo, com estudos relativos à mobilização política, por exemplo, qual poderia ser o resultado? Bon. Vous voyez bien entendu qu'on est sur un terrain glissant. Vocês veem que nós estamos então num terreno de areia movediça. Que je ferai une réponse consensuelle. E eu daria uma resposta consensual. Effectivement, on peut essayer. Je pense qu'effectivement, les historiens parfois aussi utilisent exprès de l'anachronisme. Os historiadores utilizam muitas vezes propositalmente o anacronismo. Seria possível tirar conclusões interessantes. Et donc je pense que là aussi, il est intéressant de voir ce que ça donne, d'essayer des concepts. Interessante ver qual é o resultado, testar este conceito. Ensuite, l'un des problèmes étant effectivement le problème d'écriture, savoir si on garde les concepts. Outro problema, depois é o problema da escrita, saber se se conservam esses conceitos. Si on garde les concepts donc comme éléments de la démonstration. Como elementos da demonstração. Et puis également, récemment, le problème d'écriture par rapport aux historiens. E depois o problema da escrita relativo aos historiadores. Est-ce que le travail du socio-historien, c'est en quelque sorte de faire un travail d'historien avec d'autres moyens? Será que o trabalho do sócio-historiador é o mesmo trabalho do historiador que utiliza apenas outros meios? Ou bien est-ce que c'est justement un travail plus conceptuel? Ou será que se trata de um trabalho mais conceitual? À savoir, par exemple, si je prends l'exemple de la guerre révolutionnaire de 1835. Ou seja, se eu tomo o exemplo da guerra da Revolução de 1835, cet événement va m'intéresser à la fois comme événement. Este fato vai me interessar em primeiro lugar como fato, mais aussi pour faire fonctionner des concepts et voir ce que justement les théories peuvent m'apprendre, mais également ce que cette guerre permet en quoi cette guerre permet de faire avancer les théories. Mas também ver em que medida eu posso usar novas teorias, conceitos, etc. E também tentar verificar de que maneira esta abordagem desse fato histórico me permite fazer evoluir, avançar estas teorias. Et donc, pourrait-on dire, à ce moment-là, mon objet ne sera pas la guerre révolutionnaire de 1835. Ou seja, nós poderíamos dizer neste momento que o objeto, então, não seria mais para mim a guerra de 1835. Cette guerre sera un exemple et sera le sous-titre de l'ouvrage que je pourrais faire dessus. Mas ela poderia ser apenas o subtítulo da obra que eu poderia escrever a esse respeito. Le troisième et dernier point, c'est sur les frontières du phénomène politique. Então, o terceiro e último ponto são as fronteiras do campo político. Bon, ça, je reviendrai sur cette question, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est au cœur de beaucoup d'interrogations. Eu retornarei a essa questão, porque realmente é algo que se encontra no âmago de muitas interrogações. Et vous savez très bien qu'il y a plusieurs définitions possibles donc, du phénomène politique. Você sabe que há muitas definições possíveis do fenômeno político. Et que par définition, bien entendu, le politique, c'est aussi un enjeu de définition. Effectivement, on va éventuellement, selon les périodes, selon les individus qui parlent, selon les pratiques, au contraire l'étendre très largement, au contraire le restreindre. E você sabe que o político, muitas vezes, é contencioso do ponto de vista das definições, porque, segundo a época, segundo os contextos, essa palavra poderá ser extremamente ampliada no seu significado ou, contrariamente, em outros momentos, ser totalmente reduzida. Bien, alors je termine par le paragraphe du milieu Historia Politica, etc. Eu vou terminar por este parágrafo do meio, História Política, etc. Non pas pour faire des querelles d'école, hein, je voudrais ne pas apparaître comme quelqu'un de sectaire qui fait une espèce de carte avec les bons et les méchants. Eu não queria, então, aqui terminar fazendo, digamos, levantando o problema de briguinhas de diferentes escolas. Eu não gostaria de parecer aqui uma pessoa sectária que estivesse mapeando os bons e os maus para vocês. Bon, et donc vous avez en gros, si vous voulez, sur la question du politique, 3 ou 4 ou 5 manières donc d'aborder le politique du point de vue donc historique. Vocês têm aqui então, mais ou menos 3, 4, 5 formas de abordar a questão do político do ponto de vista da sociologia. Bon,
Le premier point de vue, c'est ce qu'on appelle l'histoire politique. O primeiro ponto é a história política, Qui d'ailleurs, à l'heure actuelle, bon, je n'ai pas le temps non plus de rentrer dans les détails, il y a tout un débat sur ce qu'on appelle le retour du politique depuis une vingtaine d'années. Atualmente, eu não tenho tempo de entrar, digamos, de me detalhar nessa questão, mas falamos de retorno do político. Há mais ou menos uns 20 anos, esse tema está em pauta na França. Donc ceux qui s'intitulent historiens du politique, généralement refusent cette étiquette et maintenant parlent d'histoire culturelle du politique. Então, aqueles que se intitulavam historiadores do campo político, agora chamam história cultural da política. Donc, la deuxième manière éventuellement de travailler sur le passé, c'est la sociologie historique du politique. Uma outra maneira de fazer uma abordagem sociológica do passado seria fazer a abordagem sociológica do passado. Et donc la sociologie historique du politique, disons qu'il y a une tradition qui est assez longue, si vous voulez, à la fois dans la sociologie allemande et dans la sociologie américaine. E a sociologia histórica do político tem assim uma tradição bastante longa, tanto na escola americana como na escola alemã. C'est effectivement, disons, de la macro-sociologie en règle générale. Seria uma espécie de macro-sociologia, de forma geral. Ce sont des grands modèles explicatifs, par exemple, je pense à Rockham sur la carte conceptuelle de l'Europe. São grandes modelos explicativos. Eu penso, por exemplo, no autor Rockham sobre a carta explicativa, o mapa explicativo da Europa. Je pense effectivement aux travaux de Barrington Moore, par exemple, sur la sociologie des révolutions, etc. Eu penso, por exemplo, nos trabalhos de Barrington Moore sobre a sociologia das revoluções. Qui peuvent s'appuyer à la fois sur une tradition weberienne ou sur une tradition marxiste. Que poderiam se apoiar ou numa tradição weberiana ou numa tradição marxiste. En règle générale, si vous voulez, tous ces historiens ne travaillent pas, tous ces sociologues ne travaillent pas sur archives. Ce sont des objets généralement beaucoup plus larges. La troisième école, si je fais un peu une espèce de panorama, c'est ce qu'on appelle l'histoire intellectuelle ou conceptuelle du politique. Terceira escola, se eu fizer uma espécie de, se eu tentar terminar com uma espécie de panorama deste campo para vocês, seria a história conceitual do político. Et donc, je pense que le nom de Rosanvallon, ou intellectuel. A história conceitual ou intelectual do político. Et donc, je pense que le nom de Rosanvallon vous dit quelque chose. Eu imagino que vocês conhecem o nome de Rosanvallon. Ces ouvrages ont été traduits en portugais, mais c'est ça. Donc, as suas obras foram traduzidas em português. Et donc, il y a un ensemble, justement, de volumes à la fois sur Guizot, sur également la formation du citoyen. Existe essa obra contém certo número de volumes no que tange, por exemplo, aos temas de Guizot, a formação do cidadão. Alors, c'est, si vous voulez, quelque chose qui tente de se rapprocher en histoire des idées de l'école de Cambridge. É algo que tenta se aproximar da história das ideias da escola de Cambridge. Notamment de gens comme Skinner, qui ont travaillé sur Machiavel. Pessoas, por exemplo, como autores como, por exemplo, Skinner, que trabalhou sobre Maquiavel. Et donc le travail de Rosanvallon se veut justement différent d'une histoire des idées classiques. O trabalho de Rosanvallon justamente um trabalho diferente das ideias clássicas. Mais travaille essentiellement sur des textes, pas beaucoup sur des pratiques. Ele trabalha basicamente sobre textos e não sobre práticas. O que o interessa são justamente textos. Et donc il y a tout un débat autour justement de la place de Rosanvallon à l'heure actuelle dans les sciences sociales en France. Então existe um grande debate atualmente sobre o lugar que ocupa Rosanvallon na sociologia atual da França. Certains le rejetant, pourrait-on dire, dans une forme renouvelée d'histoire des idées. Alguns rejeitando numa forma renovada da história das ideias. Alors que pour ma part, je considère effectivement que c'est une contribution importante, mais pas entièrement convaincante. Enquanto eu considero esse autor, a abordagem desse autor, bastante importante, embora não totalmente convincente. Au sujet justement de la formation des systèmes de représentation mentaux. No que tange especialmente ao sistema de representações mentais. Ce qu'on pourrait appeler, en faisant un jeu de mots marxiste, inversé, les infrastructures cognitives.
o que nós poderíamos dizer, fazendo trocadilho marxista invertido, les infrastructures. as infraestruturas cognitivas. C'est ça, c'est-à-dire ce que nous avons en tête pour penser le monde. Ou seja, o que nós temos na cabeça para pensar o mundo. Et c'est ce qui m'intéresse justement dans le travail de Rosan Vallon, c'est justement la mise à jour, la mise en évidence justement de ces façons, ces concepts, ces formes de pensée, ces cadrages, ces framing, comme on dit en anglais, qui permettent de penser le monde social, historiquement. E justamente o que me interessa no trabalho de Rosan Vallon é justamente essa, digamos, essa possibilidade de pensar nesse enquadramento do mundo social atual. Mais vous n'irez pas dire à mes amis français que j'ai dit du bien de Rosan Vallon au Brésil. Mas, por favor, não digam a meus amigos franceses que eu falei bem de Rosan Vallon no Brasil. Bien. Alors le dernier mot, pourrait-on dire, sur lequel je voudrais revenir du point de vue de définition, c'est l'anthropologie politique. O último ponto que eu gostaria de retornar é o conceito de antropologia política. Alors, le terme en France a d'abord été utilisé beaucoup plus par des gens qui travaillaient justement sur le monde médiéval. Essa palavra foi muito mais utilizada na França por pesquisadores que trabalhavam tendo por objeto o mundo medieval. Et notamment par quelqu'un qui s'appelle Jacques Le Goff. E especialmente por Jacques Le Goff. Qui est un des grands historiens, qui est toujours en vie, l'un des grands historiens du Moyen-Âge. Que é dos grandes historiadores da Idade Média, quer dizer, ele ainda está vivo. Et qui a fait paraître il y a 10 ans maintenant un énorme volume de 900 pages sur Saint-Louis, sur un des grands rois de France. Que publicou há uns 10 anos livro de 900 páginas sobre São Luís, que foi dos reis da França. Et donc qui se voulait justement une biographie non biographique. E que pretendia ser uma biografia não biográfica. Une biographie anthropologique, pourrait-on dire. Uma biografia antropológica, poderíamos dizer. Pas une biographie positiviste, où on part de la naissance jusqu'à la mort. Não uma biografia positivista, em que se parte do nascimento, se narra a vida do indivíduo até a morte. Mais en essayant d'intégrer dans la vie du roi, justement, des éléments d'anthropologie et de sociologie pour comprendre ce que c'est qu'un individu, et particulièrement un roi au Moyen-Âge. Mas tentando incorporar essa biografia, noções de sociologia, de antropologia, para entender o que era um indivíduo, e especialmente um rei na Idade Média. Et donc, Le Goff a effectivement a écrit un article célèbre et très violent contre l'histoire politique. Le Goff escreveu então artigo célebre e violento contra a história política. A história política a história política é ainda a espinha dorsal da história. Voilà. Donc c'était effectivement une interrogation sur la place de l'histoire politique de manière générale en histoire et particulièrement en histoire du Moyen-Âge. Et il a fait reparaître ce texte dans l'introduction qu'il a faite d'un ouvrage célèbre et très ancien de Marc Bloch, qui est un des grands historiens français. Ça, comme introduction, pour la réédition d'un ouvrage. E ele usou esse texto como introdução a uma obra importante de Marc Bloch, que foi reeditada. Et c'était un ouvrage de 1924. Era uma obra de 1924. Et qui s'appelait Les Rois Thaumaturges. E que se chamava Os Reis Taumaturgos. C'est-à-dire les rois qui pouvaient réaliser des miracles. Qui podiam realizar milagres. Notamment le roi d'Angleterre et le roi de France sont considérés comme thaumaturges, peuvent guérir toute une série de maladies le jour de leur sacre. Os reis, como os reis especialmente da França e da Inglaterra, que quando de sua coroação passavam a poder curar uma série de doenças. Et cette croyance se maintient en France jusqu'à la Révolution française. E essa crença vai então perdurar na França até a Revolução Francesa. Le dernier roi qui essaye de l'utiliser, c'est en 1825. O último rei a tentar utilizá-la foi em 1825. Mais ça ne marche plus beaucoup. Mas já não funcionou tão bem. C'est terminé, la légende ne croit pas qu'on puisse effectivement guérir simplement en faisant l'imposition des mains, même pour un roi. Estava terminada essa ideia de que era possível curar apenas com a imposição das mãos, mesmo no caso de um rei.
Bien, alors, je ferme la parenthèse en disant effectivement que dans cet article de la réédition de l'ouvrage de Marc Bloch, eu gostaria então de fechar esse parênteses dizendo apenas que nesta introdução a dessa reedição da obra de Marc Bloch, Jacques Le Goff parle d'une anthropologie politique historique. Jacques Le Goff fala de uma antropologia político-histórica. Alors, où se place la socio-histoire par rapport à tout cela? Qual o papel e onde está, em qual lugar da sócio-história em relação a tudo isso? Je crois que nous avons également donc emprunté, bien sûr, beaucoup aux historiens. É claro que nós aprendemos muito, que nós tomamos de empréstimo muitos dos conceitos dos historiadores. Je crois également qu'il y a également, bien entendu, l'utilisation des méthodes anthropologiques, voire éventuellement, certains ont parlé d'une ethnographie historique. É claro que nós usamos muitas ideias antropológicas, muitos chegaram a falar de uma etnografia histórica. Évidemment, on ne peut plus rien observer. On observe des archives et on essaye d'avoir une espèce de position d'observateur par rapport aux archives. Mas é claro que nós não podemos mais observar nada, nós observamos os arquivos e tentamos então entender uma série de posições em relação a esses arquivos. Moi, j'ai travaillé sur les meetings politiques à la fin du 19e siècle. J'essayais de les observer, mais effectivement, je ne pouvais pas aller sur le terrain pour écouter ce que disaient les orateurs. Eu, por exemplo, trabalhei muito na noção de meeting politique, de comícios políticos do final do século XIX, exatamente. Mais je ne pouvais pas effectivement Mas les eu não observer. podia realmente observar esses comícios de perto. Bien. Et puis, bien entendu, aussi, on a emprunté, donc, bien entendu, au concept sociologique tel que j'ai pu vous en parler jusqu'à présent. E, então, mas trata-se mais uma vez de um termo tomado de empréstimo à sociologia, como eu acabava de explicar há pouco. Donc, je conclus simplement par le dernier petit paragraphe. E eu gostaria então de concluir pelo último parágrafo que vocês têm aqui nesse resumo. Sur justement alguns ramos onde sobre esses ramos onde se desenvolveram os estudos de sócio-história. Alors, effectivement, je vous parlerai plus précisément la semaine prochaine des travaux qui ont eu lieu sur le vote. Eu vou então falar mais detalhadamente na semana que vem sobre os trabalhos realizados quanto ao assunto do voto. Puisque nous avons été nombreux à travailler sur la sociologie du suffrage et de la représentation. Pois nós somos muitos a trabalhar sobre a sociologia do sufrágio e da representação. Donc, dans des optiques à la fois complémentaires et différentes, puisque Rosan Vallon aussi a travaillé sur ces problèmes-là. Sobre óticas complementares e diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, Rosan Vallon trabalhou também sobre esse tema. Bon. Il y a également, bien entendu, dans cette avancée socio-historique, un travail renouvelé sur la sociologie de l'État. É claro que nestes avanços socio-históricos há também trabalho sobre a sociologia do Estado. Et également sur la sociologie des catégories sociales, dont je vous ai parlé, là aussi. E também sobre a sociologia das categorias sociais, de que falei anteriormente. Bon. Donc je ne vais pas vous faire un catalogue, enfin on aura l'occasion, là aussi, en fonction de vos interrogations et de vos sujets de recherche, peut-être d'aborder aussi bien donc, publiquement qu'en privé, donc ce genre de problème. Eu não quero fazer aqui uma lista exaustiva, nós teremos a oportunidade de discutir esses pontos em função dos interesses de vocês, tanto aqui nesses encontros coletivos, quanto privadamente, com aqueles que os desejarem. Muito obrigado. Bem, eu agradeço vivamente a exposição do professor Michel Ferreira. Nós podemos fazer um pequeno bloco de questões e gostaria de lembrar, antes disto, que nós temos, portanto, na quarta-feira, à tarde, aqui nesse lugar, às 14h30, o professor Ferreira vai trabalhar especialmente sobre os partidos políticos, na ótica da sócio-história, que hoje ele apresentou aqui, os seus princípios. No dia
no dia 12, segunda-feira que vem, às 9 horas, nós vamos tentar começar às 9 horas, tá? Para não nos estendermos depois do meio-dia, quer dizer, eu peço que vocês sejam pontuais. O professor Carleto trabalhará sobre a sócio-história do sufrágio universal. E no dia 14, quarta-feira, às 14h30, aqui também, a sociologia da participação e da militância política. Je peux peut-être aussi dire que je tiendrai jeudi prochain toute la journée de permanence. Perfeito. Então, quinta-feira, o professor generosamente se põe à disposição, quinta-feira, pela manhã e pela tarde, se põe à disposição daqueles que quiserem conversar com ele a respeito dos seus objetos de pesquisa, né, na sala 230, aqui no prédio ao lado, aqui paralelo, né, o prédio em cima da biblioteca. Né, à partir de 10h jusqu'à 18h. Tá certo. Entre as 10 e as 6 horas da tarde, o professor estará à disposição para conversar privadamente, portanto. Si vous voulez discuter avec moi de sujets aussi bien pour votre thèse d'abord, mais également s'il y a des gens qui sont en escalade, je suis prêt éventuellement aussi à les recevoir. Donc, je comprends quand même le portugais, donc, mais je ne pourrais pas vous répondre en portugais. Hein. Perfeito. O professor está dizendo que está disponível não só para os doutorandos, mas também para os mestrandos, que quiserem conversar sobre o seu objeto de pesquisa. E como ele compreende razoavelmente o português, isso também não será problema à comunicação. Mais uma vez, lhe agradeço a sua disposição. E, portanto, se alguém quiser fazer uma pergunta, professor André Marenco. Monsieur Bardet, je voudrais savoir connaître à propos des différences et surtout les rapprochements entre l'approche que vous nous avez présentée, oui, socio-historique, et autre approche très importante, surtout dans la science politique anglo-saxonne, c'est l'institutionnalisme historique. Pour moi, avec quelques rapprochements significatifs. J'en prends plusieurs peut-être. Mais outra questão. Bien, alors effectivement, ce qu'on a appelé les courants néo-institutionnalistes Aquilo que foi chamado de correntes neo-institucionalistas sont des courants qui sont nés essentiellement aux États-Unis, également au Royaume-Uni, aussi bien la science politique et également chez un certain nombre d'historiens. São correntes que nasceram nos Estados Unidos e também no Reino Unido, em alguns ramos da sociologia e também entre alguns campos da história. Alors, ce sont des courants effectivement dont on a entendu parler en France. Il y a eu tout un débat autour du néo-institutionnalisme dans les années 90. São temas que ouvimos falar na França, houve toda uma série de debates nos anos 90 a respeito do neo-institucionalismo. Alors, la question, si vous voulez, de l'institution, notamment de l'institution étatique, puisque bien souvent il s'agissait effectivement de la question de l'institution étatique et notamment de la nécessité de réintroduire à la fois, disons, de l'État et également du droit dans les réflexions de sciences politiques. Isso, obviamente, pensando sobre a institucionalização estatal, porque a questão era ver até que ponto era necessário reintroduzir-se conceitos do direito, né, e da sociologia na questão da institucionalização estatal. Alors, étaient des questions d'une certaine manière qu'on se posait peut-être pas avec le même vocabulaire, mais qui étaient déjà posées en France. Eram questões que não eram formuladas talvez com os mesmos termos, mas que já eram levantadas na França. Alors, pour deux raisons, une raison politique et une raison scientifique. E isso por duas razões, uma razão política e uma razão científica. Alors, la raison politique, ça tient simplement au fait que la France a toujours été un pays avec un État fort, donc avec un État très central dans les relations sociales, puisque... A razão política, por causa da França ter sido sempre um Estado muito forte, muito centralizado. Au point d'ailleurs que l'une des définitions de Bourdieu de l'État avec lesquelles je ne suis pas en accord, a ponto de que uma das definições de Bourdieu
quanto ao Estado, definição com a qual eu não estou de acordo, parce qu'elle est trop franco-française. pelo fato dela ser excessivamente franco-francesa. C'est l'État est une institution qui revendique avec succès le monopole de la violence physique et symbolique légitime. C'est-à-dire qu'il ajoute donc à la définition weberienne donc le symbolique. O Estado é a instituição que reivindica o monopólio da violência, Physique et symbolique légitime. Da violência física e simbólica legítima. Ou seja, ele acrescenta a définition weberiana à palavra symbolique. Donc, ce qui me paraît être une définition beaucoup trop franco-française, parce qu'effectivement, l'État n'a pas du tout ce genre de monopole dans l'ensemble des pays, du point de vue des catégorisations. Lorsqu'on voit l'État américain, effectivement, bien entendu, définit les identités des gens, mais n'a certainement pas la même force que l'État français. Ou seja, isso é uma definição extremamente francesa, extremamente própria à França, pois, por exemplo, na maioria dos países, o Estado não tem esse papel tão forte. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Estado tem um papel muito importante na formação das identidades, por exemplo, mas isso não vai tão longe quanto na França. O Estado não tem o peso que tem o Estado francês. Donc la question, si vous voulez, de l'institution, et particulièrement de l'institution étatique, était une question qui se posait, qui devait se poser à tous les chercheurs, justement, en France. Essa questão, então, da institucionalização estatal era uma questão que deveria ser levantada com todos os pesquisadores na França. Donc, notamment par exemple par rapport à l'un des ouvrages manifestes, Bringing the State Back in, des années 1985 ou 87, autour de Skocpol, etc. Enquanto a obra, por exemplo, Breaking the State, de 1986-87. C'est ça. Et donc, c'était effectivement une espèce de redécouverte des Américains que the state matters, hein, que l'État, ce qui se passe notamment dans l'appareil d'État, mais c'est pas quelque chose de simplement superficiel, et c'est pas simplement la société qui... Era uma espécie de uma descoberta, uma redescoberta dos americanos. Bon. Alors ça, c'est une raison, on va te dire une raison politique, et une raison également de type sociologique. E uma razão também do tipo sociológico, ou seja, propriamente científico. C'est que dans la mesure où la science politique s'est en France écartée du droit, na medida em que na França a ciência da sociologia distanciou-se do direito, il y a eu un problème là encore hein, de lutte aux frontières. Mais uma vez temos aqui um problema de lutas de fronteiras. Et donc dans un premier temps, on s'est séparé des juristes en disant on n'a plus rien de commun ensemble. Em primeiro lugar, então, nós nos separamos dos juristas, dizendo não há mais nada em comum entre os dois campos. Et dans un deuxième temps, donc, on est revenu sur la question justement du droit et des institutions comme objet de sociologie. E num segundo momento, nós voltamos então à questão do direito e das instituições como um problema de sociologia. Et donc lorsque vous prenez par exemple quelqu'un comme Lagroix, qui est l'auteur du manuel le plus important, je crois, à l'heure actuelle en sociologie politique. E quando vocês pegam, por exemplo, uma obra como a obra de Lagroix, que é talvez o maior autor no campo da sociologia política atualmente, disons que Lagroix fait aussi de l'analyse sociologique des institutions, est aussi une forme de néo-institutionnalisme à la française, avec, si vous voulez, donc une tradition française. Bon, il connaît bien entendu aussi le néo-institutionnalisme historique, sociologique étranger, mais il y a véritablement, si vous voulez, une filière française du retour vers les institutions. Ele faz uma análise do que seria o neo-institucionalismo francês. É claro que ele conhece, do ponto de vista histórico, o neo-institucionalismo dos outros países, né? Mas ele faz uma análise do que seria o neo-institucionalismo na França, ligado à realidade, ao contexto francês. Et donc, si vous prenez par exemple l'ouvrage qui est paru l'année dernière, je crois que tu l'as, c'est la politisation, hein, qui est un ouvrage dirigé par Lagroix. E se vocês tomarem, por exemplo, a obra dirigida por Lagroix a respeito da institucionalização. Et avec la politisation. A politização, desculpa. Avec Lagroix. On dit Lagroix. Il y a Lacroix et Lagroix. Lagroix.
Et donc l'ouvrage qui est rédigé par une partie des amis et des doctorants de la Groix a pour fil conducteur la question justement des institutions. E os colaboradores, então, que trabalharam nessa obra de Lacroix têm justamente em comum essa questão, essa evolução da instituição. Lacroix est en train justement de travailler, fait une enquête de terrain justement sur une institution particulière en France. Lacroix faz uma análise da instituição, da evolução das instituições na França. Donc si vous lisez le français, effectivement, le manuel de sociologie politique de Lacroix, qui a été réédité en 2003, est à mon sens l'un des meilleurs manuels, c'est énorme, hein, c'est 600 pages, donc c'est l'un des meilleurs manuels de sociologie politique en langue française qui existe. Para quem lê em francês, esse é um dos maiores livros que surgiram no campo da sociologia histórica recente. É um livro de umas 600 páginas. Mais il y a des chapitres. Il y a des chapitres et il y a un index, ce qui est très important. Vous pouvez éventuellement lire 3 pages si vous voulez. Si vous êtes intéressé par les institutions, il y a plus de 3 pages. Si vous êtes intéressé par la compétence, il y a quelques pages. C'est très utile là aussi, comme ça vous pouvez aller à l'essentiel. Ou seja, é um livro que tem também um índice. Ninguém é obrigado a ler o livro inteiro. Se vocês procurarem, por exemplo, a questão das instituições, vocês vão encontrar 3 páginas, ou certamente mais do que 3 páginas, mas poderão ir direto ao ponto que os interessar, sem precisar passar pela obra toda. Outra questão? Déjà enfin, et de toute manière, je pourrais répondre soit mercredi, s'il y a des questions ensuite qui sont nées depuis, et puis également, s'il y a des gens qui ne veulent pas me poser des questions en public, ils peuvent venir jeudi me les poser en privé, en grande dose en privé. De toda maneira, na quarta-feira ele vai poder responder a outras perguntas que porventura acha uma maturação dessa palestra de hoje, né? E quem quiser também fazê-las de forma privada pode vê-lo na sala 230, né? Na quinta-feira, onde ele estará em permanência das 10 às 18 horas. Um pequeno aviso.